Salut, je m'appelle Léo, j'ai 24 ans et je suis charpentier. Je redonne vie à de vieux meubles dans mon atelier, ici à Portland, Oregon. La plupart du temps, la ville est grise, enveloppée d'une brune constante qui donne aux rues une odeur de bitume mouillé et de feuilles mortes. C'est un bruit de fond familier, un murmure constant qui accompagne mes journées. Je vis avec ce son, ce ciel bas. C'est chez moi, d'une certaine manière. Mon loft est au-dessus de l'atelier, un grand espace ouvert avec des murs en briques et poutres apparentes que je rénove. L'air sent toujours un mélange de sciure de chêne, de térébenthine et de café froid. La pluie tambourine doucement contre les immenses fenêtres, un rythme lent et régulier. Le sol en bois brut grince sous mes pieds, chaque pas est un son familier. C'est un endroit silencieux, rempli seulement de mes propres échos. Mes journées ont un rythme immuable. Le réveil à 6 heures, le café noir, puis la descente dans l'atelier. Mes mains connaissent le grain du bois, la froideur du métal de mes outils. Je travaille pendant des heures, le bruit de la ponceuse ou le choc sec du ciseau remplissant le silence. C'est un travail honnête, tangible. Je peux voir le résultat de mes efforts, sentir la surface lisse sous mes doigts. C'est une certitude dans un monde qui en manque souvent. Le soir, le silence devient plus lourd. Je dîne seul, le plus souvent, en regardant les lumières de la ville s'allumer à travers la vitre humide. C'est dans ces moments que le vide se fait sentir. Mon ex disait que j'étais un mur, incapable de laisser qui que ce soit entrer. Peut-être qu'elle avait raison. Je me suis habitué à l'espace, à l'absence de bruit. C'est plus simple, moins risqué. Mais parfois, la simplicité ressemble étrangement à de la solitude. Clara est la seule exception, ma meilleure amie. Depuis 5 ans, elle est la seule voix qui traverse régulièrement mes murs. Nos appels sont faciles, remplis de silences confortables et de blagues sèches. Elle me comprend sans que j'ai besoin de tout expliquer. Elle est graphiste, son monde est fait de couleurs et de concepts, si différents du mien. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Elle apporte de la lumière dans mon univers de nuances de gris et de brun. Hier soir, elle a appelé. Sa voix était tendue, fragile. Un problème de moisissure dans son appartement, une rupture compliquée qui l'a laissée sur le carreau. Elle était à bout. J'écoutais, impuissant, le son de sa détresse à travers le téléphone. Pour la faire sourire, j'ai lancé une blague stupide sans réfléchir. Au pire, tu n'as qu'à emménager avec moi. Un silence, puis un petit rire fatigué. La conversation a ensuite dérivé. Je n'y ai plus pensé. Jusqu'à aujourd'hui. J'étais en train de vernir une vieille commode, l'odeur âcre remplissant l'atelier. La pluie redoublait d'intensité dehors, un vrai déluge. C'est là que j'ai entendu. Pas la sonnette, mais des coups frappés directement sur la grande porte en métal de l'atelier. 3 coups, secs, hésitants. Personne ne vient jamais ici, surtout par la porte de l'atelier. Mon cœur a raté un battement. J'ai posé mon pinceau, le silence soudain semblant assourdissant. J'ai ouvert la lourde porte. C'était elle, Clara. Trempée, les cheveux collés à son visage, le mascara légèrement coulé sous ses yeux. Elle portait un simple pull gris qui semblait peser 1 tonne, alourdi par l'eau. Son regard était direct, mais il y avait une fragilité que je ne lui connaissais pas. La petite cicatrice blanche au-dessus de son sourcil droit semblait plus visible que d'habitude, comme si elle fronçait les sourcils depuis des heures. Elle avait l'air si petite face à la tempête. Mon regard a glissé vers le sol. À côté d'elle, une seule valise, usée, noire. Tout ce qu'elle avait, apparemment. Ses mains étaient serrées sur la poignée, les jointures blanches. Elle se tenait droite, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle retenait son souffle. Ce n'était pas la Clara que je connaissais, celle qui rit fort et prend toute la place. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui essayait désespérément de ne pas s'effondrer. Un long moment a passé. Seul le bruit de la pluie sur le toit en tôle nous séparait. L'air froid s'engouffrait dans l'atelier. Finalement, elle a parlé. Sa voix était rauque, à peine un murmure, presque emporté par le vent. « J'espère qu'il y a de la place. » Ce n'était pas une question, c'était un constat, un dernier espoir jeté à mes pieds. Chaque mot portait le poids de sa nuit, de sa semaine, peut-être même de son année entière. Le monde s'est arrêté. J'ai senti l'odeur de son manteau humide, un mélange de pluie et de son parfum que je ne saurais nommer. Ma blague stupide de la veille m'est revenue en pleine figure, mais ce n'était plus drôle. C'était réel. Elle était là, sur le pas de ma porte, me demandant un abri. Et dans ses yeux, j'ai vu une vulnérabilité si profonde, si brute, que ça m'a coupé le souffle. Pour la première fois, je ne voyais plus seulement ma meilleure amie. Je n'ai rien dit. Les mots m'auraient manqué de toute façon. J'ai simplement reculé d'un pas en tenant la porte grande ouverte. C'était une invitation silencieuse. Elle a hésité 1 seconde, puis a franchi le seuil, tirant sa valise derrière elle.
Le bruit de la porte en métal se refermant a résonné dans l'atelier, lourd et définitif. Elle était à l'intérieur. Et je savais, sans comprendre pourquoi, que plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence avait changé de nature. Les premiers matins étaient les plus étranges. Le loft, habituellement mon royaume de silence, était maintenant rempli de petits bruits qui n'étaient pas les miens. Le plancher qui grinçait doucement à l'étage, le cliquetis d'une tasse en céramique posée sur le comptoir de la cuisine. Une présence nouvelle, un poids subtil dans l'air qui sentait encore la sueur et le café froid. Je restais allongé, écoutant cette nouvelle géographie sonore, me demandant comment une seule personne pouvait changer l'acoustique de ma solitude. Notre première vraie conversation fut maladroite, limitée à la logistique de notre cohabitation. Autour de la table de la cuisine, la lumière grise de Portland filtrant par la fenêtre, nous parlions de clés et de courses. J'ai remarqué la façon dont elle tenait sa tasse, des deux mains, comme pour en absorber la chaleur. Ses doigts étaient longs, ses ongles courts et sans vernis. Elle évitait mon regard, se concentrant sur la vapeur qui s'élevait de son thé, un petit nuage qui se dissipait rapidement dans l'air frais du matin. Pour échapper à la tension du loft, je lui ai proposé d'aller dans un petit café du quartier. La pluie s'était calmée, laissant derrière elle une odeur de bitume mouillé et de terre. Nous avons marché en silence, le bruit de nos pas sur le trottoir humide créant un rythme régulier. Je l'observais du coin de l'œil, la façon dont elle rentrait la tête dans le col de son manteau, le regard perdu sur les façades de briques des bâtiments. C'était un semblant de normalité, un moment suspendu hors de notre réalité confuse. Si cette histoire vous parle, si vous aimez ces moments calmes qui en disent long, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Un like ou un commentaire me fait toujours savoir que vous êtes là, à écouter. C'est une façon de partager ce silence. Maintenant, retournons au café, où l'odeur des grains torréfiés nous attendait, une promesse de chaleur dans le froid ambiant de cette journée d'automne. Assis à une petite table près de la fenêtre, nous avons commandé. « Leur café est bon », ai-je dit, juste pour combler le vide. Elle a hoché la tête, un faible sourire aux lèvres. « Oui, je sais, c'est toi qui me l'as fait découvrir. » Elle a commencé à tracer des motifs invisibles sur la condensation de son verre d'eau. La conversation s'est arrêtée là, mais le silence n'était pas hostile. C'était un silence d'observation, chacun jaugeant l'autre dans ce nouveau contexte, cette nouvelle proximité forcée. De retour au loft, elle a installé un petit espace de travail dans un coin du salon. Le clic discret des touches de son ordinateur est devenu une nouvelle partie de la bande-son de mes journées. Je me suis réfugié dans mon atelier, au rez-de-chaussée. L'odeur familière du bois et de la térébenthine était comme une armure. Sur mon établi, j'ai pris un petit bloc de noyer brut juste pour sentir son poids dans ma paume, sa texture solide et rassurante sous mes doigts. Les jours suivants, une routine fragile s'est installée. Des petits déjeuners silencieux, des journées de travail séparées par un simple plancher, et le soir, parfois, un film sur mon vieux canapé. Nous ne parlions pas beaucoup, mais la présence de l'autre suffisait. Le silence partagé était différent, moins creux, moins lourd. C'était comme si sa simple respiration dans la pièce voisine suffisait à repousser les fantômes qui hantaient habituellement mes soirées solitaires. Un soir, elle est descendue dans l'atelier, la curiosité dans ses yeux. Elle s'est approchée d'une vieille commode que je restaurais, ses doigts effleurant délicatement les sculptures du bois. « C'est magnifique », a-t-elle murmuré. Je lui ai expliqué le type de bois, l'âge de la pièce, les techniques que j'utilisais. Ma propre voix me semblait étrange, comme si je n'avais pas l'habitude de l'utiliser pour partager cette partie de ma vie, mon sanctuaire de copeaux et de silence. Son regard s'est alors posé sur le petit bloc de noyer sur mon établi. « Tu vas en faire quelque chose ?» a-t-elle demandé, le ton léger. J'ai haussé les épaules, un geste vague. Je ne sais pas encore, c'est juste une idée. Je l'ai rapidement rangé dans un tiroir. C'était trop tôt. Cette petite pièce de bois portait déjà en elle une intention que je n'étais pas prêt à nommer, encore moins à montrer. C'était un secret encore à l'état brut. Nous avons commencé à faire des promenades le long de la rivière Willamette. Le brouillard était souvent si épais que les ponts semblaient flotter, déconnectés de la terre. Nous marchions côte à côte, nos épaules se frôlant parfois. L'air était froid, chargé de l'odeur de la rivière et des feuilles en décomposition. C'était un silence différent de celui du loft, un silence ouvert, rempli par le murmure de l'eau et le cri lointain des mouettes. Un espace où les pensées pouvaient errer librement. C'est lors d'une de ces promenades qu'elle a brisé le silence. « Mon ex détestait cette ville », a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un souffle dans l'air humide. C'était la première fois qu'elle le mentionnait si directement. Une petite fissure dans la façade qu'elle maintenait depuis son arrivée.
Elle ne me regardait pas, ses yeux fixés sur l'eau grise qui coulait lentement devant nous. C'était une confession simple, lancée au brouillard. Je n'ai pas su quoi répondre. Les mots me semblaient inutiles, trop lourds. Alors je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, regardant un cargo passer au loin, sa corne de brume, un son bas et mélancolique. « Moi, j'aime bien », ai-je finalement dit. « C'est calme. » Elle a eu un petit sourire triste. « Oui, c'est calme. » Cet échange, si simple, a laissé une trace. Une reconnaissance silencieuse de nos solitudes respectives. Une compréhension qui n'avait pas besoin de plus de mots. Nos visites au café sont devenues un rituel. Un matin sur deux, à la même heure. Nous avions notre table, celle près de la fenêtre. La serveuse connaissait nos commandes par cœur. Un café noir pour moi, un thé à la menthe pour elle. Ces petits moments de prévisibilité étaient des ancres dans la mer étrange de notre cohabitation. C'était notre routine, quelque chose que nous construisions ensemble, presque sans nous en rendre compte, gorgée après gorgée. Un après-midi, en remontant de la terrier, je l'ai trouvée assise par terre, un de mes vieux albums photos ouvert sur ses genoux. Elle n'a pas sursauté, ni semblé gênée. Elle a juste levé les yeux vers moi, un sourire doux sur le visage. « Tu étais si sérieux, même à 10 ans ?» Une chaleur inattendue s'est répandue dans ma poitrine. Elle n'était plus seulement une invitée. Elle explorait les couches de mon passé, doucement, sans effraction. Elle a pointé une photo de moi avec mes parents, prise il y a longtemps. Mon père, que j'ai perdu il y a quelques années, me tenait sur ses épaules. « Tu lui ressembles tellement », a-t-elle dit doucement. Le poids de ces mots a rempli le silence. Je n'ai pu qu'acquiescer. Ce n'était pas de la pitié dans sa voix, mais une simple observation, un lien qu'elle venait de tisser entre mon présent et mon passé. Un moment d'intimité pure, né d'une vieille photo jaunie. Cette nuit-là, le sommeil ne venait pas. Je suis descendu dans l'atelier, baigné par la lumière froide de la lune. J'ai sorti le petit bloc de noyer du tiroir. Cette fois, j'ai pris un couteau à sculpter. Mes mains ont commencé à travailler, guidées par une impulsion que je ne comprenais pas tout à fait. Lentement, sous la lame, les contours d'un petit oiseau ont commencé à émerger, du bois sombre, une forme fragile et silencieuse. Un craquement du plancher au-dessus de ma tête m'a fait sursauter. Elle était réveillée. J'ai levé les yeux vers le plafond, comme si je pouvais la voir à travers le bois. Une envie étrange, presque douloureuse m'a traversé. Celle de l'appeler, de lui montrer cette chose que je créais dans le secret de la nuit. Mais je suis resté immobile, l'oiseau inachevé dans ma main. Et soudain, la distance entre son sol et mon plafond m'a paru infinie, infranchissable. Quelque chose avait changé. Les semaines se sont écoulées, transformant l'étrangeté en un rythme familier. Nos matins au café n'étaient plus une évasion, mais un rituel. Mardi, jeudi, samedi. Même table, même commande. Je la regardais remuer son thé à la menthe, le petit nuage de vapeur montant vers son visage. Le silence entre nous avait perdu son poids. Il était devenu un espace confortable, un langage que nous comprenions tous les deux, rempli de choses non dites mais ressenties. C'était notre normalité, construite une tasse à la fois. Le loft a absorbé sa présence. Un de ses pulls jeté sur le dossier d'une chaise, l'odeur discrète de ses produits pour cheveux dans la salle de bain, le son étouffé de la musique qu'elle écoutait en travaillant. Ces petits détails étaient comme des notes de couleur sur la toile grise de ma vie. Je me surprenais à chercher ces signes, à les remarquer. Sa vie s'infiltrait doucement dans les fissures de la mienne, et je ne faisais rien pour l'arrêter. Au contraire, je laissais faire. Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres, elle m'a parlé de lui. Pas de la rupture, mais des petites choses. La façon dont il critiquait ses amis, dont il commentait ses choix vestimentaires. Sa voix était neutre, presque clinique, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle fixait une fissure dans le mur de briques, ses doigts traçant des cercles invisibles sur la table en bois. Je n'ai rien dit, je l'ai juste laissé parler. Mon silence était la seule chose que je pouvais lui offrir. Plus tard dans la semaine, nous étions dans la cuisine, préparant un dîner simple. L'espace était étroit. En me retournant, mon bras a effleuré le sien. Un contact bref, électrique. Nous nous sommes figés, une fraction de seconde. L'air s'est épaissi, soudain chargé d'une tension nouvelle. J'ai senti la chaleur de sa peau à travers le tissu de ma chemise. Une sensation qui est restée bien après que nous nous soyons écartés. Le bruit des légumes que je coupais semblait assourdissant. Cette nuit-là, dans l'atelier, je repris le petit oiseau en noyer. La forme était plus définie maintenant. J'ai commencé à poncer les ailes, le grain du bois devenant lisse et doux sous mes doigts. Chaque courbe, chaque ligne me faisait penser à elle, à sa fragilité cachée sous une façade de force.
Je travaillais lentement, méticuleusement, comme si ce petit objet de bois pouvait contenir toute la tendresse que je n'arrivais pas à exprimer avec des mots. C'était ma seule conversation honnête. Lors d'une autre de nos promenades au bord de la rivière, sous un ciel bas et lourd, elle a continué son récit. Elle m'a raconté comment elle avait arrêté de dessiner pour elle-même, parce qu'il disait que c'était une perte de temps. J'ai juste arrêté, a-t-elle murmuré, sa voix se perdant dans le bruit du vent. Je ne sais même plus comment faire. J'ai senti une colère froide monter en moi, une envie de protéger la personne qu'elle était avant lui, cet artiste que je n'avais jamais vraiment connu. Pour changer les idées, je l'ai emmené dans une vieille librairie d'occasion que j'aimais bien. L'endroit sentait le papier jauni et la poussière. Nous nous sommes perdus dans les allées étroites, chacun de notre côté. Je l'observais à travers les étagères. La façon dont elle passait ses doigts sur les reliures usées, le léger plissement de ses yeux lorsqu'elle lisait un titre. C'était la première fois depuis des semaines que je la voyais complètement absorbée, apaisée. Un petit sourire flottait sur ses lèvres. Elle a trouvé un livre sur les techniques d'aquarelle. « J'ai toujours voulu essayer », a-t-elle dit, presque timidement. En rentrant, elle l'a posé sur sa table de travail, comme une promesse silencieuse. Je n'ai rien commenté, mais j'ai senti qu'une petite graine venait d'être plantée. Le simple fait de voir ce livre dans son espace, à côté de son ordinateur de travail, était un signe d'espoir, une petite victoire contre les voix du passé qui lui disaient qu'elle ne pouvait pas. Nos soirées cinéma sur le canapé sont devenues plus fréquentes. Nous nous asseyons un peu plus près qu'avant. Parfois, nos épaules se touchaient. Je pouvais sentir sa respiration régulière à côté de moi, un rythme calme qui apaisait le mien. Je me concentrais sur les détails, une mèche de cheveux tombée sur son front, la façon dont ses mains étaient jointes sur ses genoux. Ces moments étaient des îlots de paix, une intimité simple et profonde qui se construisait dans l'obscurité du salon. Un jour, en rentrant des courses, je l'ai trouvée en train de pleurer silencieusement dans la cuisine. Elle ne m'a pas entendu arriver. Son corps était secoué de sanglots contenus. Je suis resté immobile sur le seuil, le cœur serré. Je ne savais pas quoi faire. Avancer? Reculer? J'ai fini par poser doucement les sacs par terre, le bruit léger la faisant sursauter. Elle a essuyé ses larmes rapidement, mais elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste regardé, les yeux rougis et vulnérables. « Désolée », a-t-elle finalement soufflé. « C'est juste une mauvaise journée. » Je me suis approché et, sans réfléchir, j'ai posé ma main sur son épaule. Un geste simple. Sa peau était chaude sur ma paume. Elle n'a pas reculé. Au contraire, elle a semblé s'ancrer dans ce contact, son souffle se calmant peu à peu. Nous sommes restés comme ça un long moment, en silence, au milieu de la cuisine. Ma main sur son épaule, un point de contact dans le chaos de ses émotions. Le lendemain matin, l'atmosphère avait changé. Il y avait une nouvelle douceur entre nous, une reconnaissance, comme si avoir partagé ce moment de faiblesse avait brisé une dernière barrière. Elle m'a souri en me tendant ma tasse de café, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose de nouveau, de la gratitude peut-être, mais aussi une confiance, une ouverture que je n'avais jamais vue auparavant. C'était à la fois terrifiant et magnifique. Je me suis surpris à penser à elle constamment. Dans l'atelier, le bruit de mes outils n'arrivait plus à couvrir mes pensées. Chaque pièce de bois que je touchais me rappelait la texture de sa peau. Chaque odeur de vernis me rappelait son parfum. J'étais en train de tomber, lentement mais sûrement. Et le plus effrayant, c'était que ça ne me dérangeait pas. Cette femme, ma meilleure amie, était en train de redéfinir les contours de mon monde, de mon cœur. Elle a recommencé à dessiner. D'abord, des croquis hésitants dans un carnet, puis de petites aquarelles qu'elle laissait sécher sur sa table. C'étaient des paysages de Portland, des rues humides, des ponts embrumés, des choses que nous voyions lors de nos promenades. C'était sa voix qui revenait, en couleurs et en formes. La voir ainsi, concentrée, un pinceau fin entre les doigts, remplissait le loft d'une énergie créative et vibrante que je n'avais jamais connue. Un samedi soir, nous n'avons pas regardé de film, nous avons juste parlé, pendant des heures, de tout et de rien, de nos rêves d'enfant, de nos plus grandes peurs. Elle m'a raconté la cicatrice au-dessus de son sourcil, une petite histoire de cabane dans un arbre et d'un Paris stupide. J'ai partagé des souvenirs de mon père, des choses que je n'avais jamais dites à personne. La lumière de la ville filtrait par les fenêtres, nous enveloppant dans une bulle intime. À un moment, nos regards se sont croisés et sont attardés, plus longtemps que d'habitude. Le monde extérieur a disparu. Il n'y avait plus que le son de nos respirations dans le silence du loft. J'ai vu dans ses yeux un reflet de ce que je ressentais.
Une curiosité, une tendresse, une question, une possibilité. Le désir de me pencher vers elle était si fort que c'en était douloureux. Mais aucun de nous n'a bougé. Nous sommes restés suspendus dans ce moment. Plus tard, quand elle est allée se coucher, je suis descendu à l'atelier. J'ai sorti le petit oiseau. Il était presque terminé. Avec un outil très fin, j'ai gravé un détail minuscule sur l'une des ailes, une imperfection, presque invisible. Comme sa cicatrice. C'était elle. Cette petite sculpture de bois, solide et fragile à la fois, c'était tout ce que je ressentais pour elle, rendu tangible. Je l'ai posée sur mon établi, la lumière de la lune le caressant. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'ai pris conscience de la fragilité de notre équilibre. Nous étions si proches, au bord de quelque chose d'inconnu. La peur et l'espoir se mélangeaient en moi, créant un tumulte silencieux. J'avais peur de tout gâcher, de perdre la seule personne qui me comprenait vraiment. Mais j'avais encore plus peur de ne rien faire, de laisser ce moment s'échapper, de rester à jamais dans ce silence confortable mais incomplet. Le lendemain était un dimanche, un de ces rares dimanches ensoleillés de Portland. La lumière dorée inondait le loft, chassant les ombres. Clara a mis de la musique, un air folk et doux. Elle a ouvert les fenêtres, laissant entrer l'air frais. Il y avait une légèreté dans l'atmosphère, une promesse. Elle m'a regardé depuis la cuisine, un sourire éclatant sur le visage. « C'est une belle journée, non ?» a-t-elle dit. Et j'ai su que c'était plus qu'une simple observation sur la météo. Nous avons passé la journée ensemble, sans but précis. Une promenade dans le parc, un café en terrasse. C'était simple, facile. En fin de journée, assis sur le canapé, le soleil couchant peignant des bandes oranges sur le mur de briques, elle a posé sa tête sur mon épaule, juste comme ça, naturellement. Mon cœur a martelé dans ma poitrine. J'ai délicatement posé ma tête contre la sienne. Nous sommes restés ainsi, immobiles, à regarder la lumière mourir. C'était un moment de connexion parfaite, un sommet silencieux. Le lendemain de ce soir parfait, l'air du loft était différent, lourd. Chaque silence était chargé de la question que nous n'osions pas poser. La facilité s'était évaporée, remplacée par une conscience aiguë de chaque frôlement, de chaque regard. Pris de panique, j'ai fait ce que je savais faire. J'ai construit un mur. Je me suis levé avant elle, je suis descendu dans l'atelier et j'ai refermé la porte derrière moi. Le bruit du bois que je ponçais était une excuse pour ne pas entendre mes propres pensées. Mes journées sont devenues une fuite. Je passais des heures dans l'atelier, bien après le coucher du soleil, ne remontant que lorsque j'étais certain qu'elle dormait. Le loft, notre espace partagé, est devenu un territoire à éviter. Je mangeais seul, entouré de l'odeur de la térébenthine. La voix de mon ex résonnait dans ma tête, un mur émotionnel. Je la haïssais pour avoir eu raison. Je sentais le regard de Clara sur moi les rares fois où nous nous croisions, un mélange de confusion et de peine qui me tordait l'estomac. Un soir, elle est descendue. Elle tenait 2 tasses de thé. « J'ai pensé que tu en voudrais une » a-t-elle dit doucement, sa voix brisant le vacarme de mes outils. Je n'ai pas levé les yeux de mon travail, me contentant de grogner un merci. Elle est restée un instant, immobile. J'ai senti son hésitation, son désir de percer mon silence. Puis, j'ai entendu ses pas s'éloigner et le bruit de la porte se refermant doucement. La tasse qu'elle avait laissée sur l'établi est restée là, sa vapeur s'élevant comme un fantôme. Un matin, le silence était absolu. Pas le moindre grincement de plancher à l'étage. Une angoisse sourde m'a saisi. Je suis monté. Son côté du loft était vide, rangé, trop rangé. Sur la table de la cuisine, une simple feuille de papier pliée. 3 mots écrits de sa main. J'ai besoin d'air. Pas de colère, pas de reproche, juste un vide. L'odeur de son parfum flottait encore près de la fenêtre. Je me suis assis sur le canapé, à la place où sa tête avait reposé sur mon épaule. L'endroit était froid. Les premiers jours furent un brouillard. L'appartement semblait immense. Chaque écho de mes pas me rappelait son absence. Les rituels que nous avions construits sont devenus des rappels douloureux. Je suis allé seul à notre café, mais le café noir avait un goût amer. J'ai vu son carnet de croquis, laissé ouvert sur une page à moitié dessinée d'un pont sous la brume. Elle avait laissé une partie d'elle-même, comme une accusation silencieuse. Le silence était redevenu mon seul compagnon, mais il était hostile maintenant. Une semaine a passé. La pluie est revenue, incessante, comme pour laver les rues de tout souvenir. C'est dans ce gris que j'ai enfin compris. Ma peur n'était peu de la perdre en tant qu'amie. Ma peur était de la mériter en tant que plus. J'avais saboté la plus belle chose qui me soit arrivée parce que je ne me sentais pas à la hauteur.
Je l'avais laissé croire que son départ était sa décision, alors que c'était moi, par mon silence, qui l'avais poussé vers la porte. La prise de conscience était aussi froide que l'eau qui coulait sur les vitres. Mon pouce a survolé son nom dans mes contacts pendant une éternité. Qu'est-ce que je pouvais dire? Finalement, j'ai tapé une phrase simple, la seule qui me semblait honnête. « J'espère que tu vas bien ». J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis l'attente a commencé. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter. Mais les heures se sont transformées en jours. Pas de réponse. Le silence numérique était encore plus violent que le silence du loft. C'était une porte fermée et je n'avais aucune clé. Une autre semaine s'est écoulée dans ce vide. La colère contre moi-même s'est muée dans une sorte de calme résolu. Je suis retourné à l'atelier, non plus pour me cacher, mais pour créer. J'ai sorti le petit oiseau en noyer de son tiroir. Il était presque fini. Sa forme tenait parfaitement dans ma paume, une promesse de chaleur et de solidité. Je l'ai regardé longuement. C'était tout ce que je n'avais pas su dire. C'était ma lâcheté et mon espoir, sculptés dans le bois. J'ai passé toute une nuit à le finir. Je l'ai poncé jusqu'à ce que sa surface soit aussi douce que de la soie. J'ai poli chaque courbe avec une huile qui a fait ressortir les veines sombres du noyer. Avec la pointe d'un couteau, j'ai gravé une minuscule imperfection sur une de ses ailes, là où le bois avait un nœud. Notre histoire n'était pas parfaite. C'était un geste, une offrande, une tentative de dire « je te vois » sans utiliser un seul mot. Un pardon silencieux que je m'adressais peut-être aussi à moi-même. Ne sachant pas où la trouver, je l'ai enveloppée dans un morceau de lin et je l'ai déposée chez notre amie commune, avec une simple note. Pour Clara. Aucune autre explication. En rentrant dans le loft vide, je n'ai ressenti ni soulagement ni désespoir. Juste un calme étrange. J'avais envoyé ma bouteille à la mer. Maintenant, il ne me restait plus qu'à regarder l'océan, à attendre une marée qui ne viendrait peut-être jamais. Je me suis assis près de la fenêtre, observant la pluie tomber sur Portland, et j'ai attendu. L'attente a duré 2 semaines. 2 semaines de silence et de pluie. Puis, un après-midi, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir, j'ai entendu un bruit. Pas des coups, pas la sonnette. Le son doux et hésitant d'une clé tournant dans la serrure. Mon cœur s'est arrêté. J'étais dans le loft, incapable de bouger. La porte s'est ouverte lentement, laissant entrer une bande de lumière pâle. Et puis, elle est entrée. C'était elle. Elle semblait fatiguée, les ombres sous ses yeux un peu plus marquées, mais son visage était calme. Elle a fermé la porte derrière elle, le clic léger résonnant dans le silence de la pièce. Son regard a balayé l'espace avant de se poser sur moi. Elle se tenait près de l'entrée, moi près de la fenêtre, et la distance entre nous semblait chargée de tout le poids de ces derniers jours. Dans sa main, serrée contre sa paume, je l'ai vu, le petit oiseau en bois. Elle a fait quelques pas vers moi, s'arrêtant au milieu de la pièce. Elle a levé la main qui tenait la sculpture. Sa voix était basse, sans reproche, juste emplie d'une tristesse fatiguée. « Je suis parti parce que ton silence était assourdissant, Léo, plus que n'importe quel cri. J'ai cru que j'étais un fardeau, que j'avais tout imaginé. J'avais besoin de savoir si j'existais encore, en dehors de tes murs, ou si je m'y étais juste perdu. » J'ai avalé difficilement, les mots se bousculant dans ma gorge. J'ai eu peur, ai-je réussi à dire, la voix rauque. Pas de toi, de moi, de ce que je ressentais. C'était trop, grand, trop important. Mon premier réflexe a été de construire un mur, parce que c'est la seule chose que je sais faire quand j'ai peur, de tout casser. Je suis désolé, Clara. Je t'ai fait du mal en essayant de te protéger de mes propres fantômes. Elle a baissé les yeux vers l'oiseau dans sa main, ses doigts caressant doucement le bois lisse. Notre ami me l'a donné hier. Quand je l'ai touché, j'ai compris. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était ta langue. Une langue que je n'avais pas su écouter. Elle a relevé les yeux, une larme silencieuse roulant sur sa joue. Je suis parti pour respirer, mais tout ce que je respirais, c'était ton absence. C'est idiot, non ? Non, ai-je soufflé, en m'approchant enfin d'elle, réduisant la distance qui nous séparait. Ce qui est idiot, c'est de laisser la peur décider pour nous. Je me suis arrêté juste devant elle, si près que je pouvais sentir la chaleur qui émanait d'elle. Son regard était ancré dans le mien, intense et vulnérable. « Moi non plus, je ne sais pas », a-t-elle murmuré. « J'ai peur d'être trop compliqué, d'être un poids, peur que tu te lasses de mes doutes. » Elle a fait une pause, son souffle tremblant légèrement. « Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir comment faire.
Peut-être qu'on a juste besoin d'être d'accord pour essayer, ensemble, un jour à la fois. Un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. Un jour à la fois, ai-je répété, comme un vœu. Je peux faire ça, je veux faire ça. J'ai lentement levé ma main, mes doigts effleurant sa joue. Sa peau était d'os. Elle a fermé les yeux, se penchant contre ma paume, un soupir s'échappant de ses lèvres. L'oiseau en bois était pressé entre nous, un petit cœur solide contre ma poitrine. Je me suis penché, lentement, lui laissant tout le temps de reculer. Elle n'a pas bougé. Nos lèvres se sont rencontrées. Ce n'était pas un baiser passionné, mais quelque chose de bien plus profond. C'était une promesse silencieuse, un pardon, un point de départ. Un contact doux, hésitant, qui avait le goût salé de ses larmes et la chaleur d'un abri enfin trouvé après une longue tempête. C'était un retour à la maison. Nous sommes restés ainsi un long moment, front contre front, nos souffles se mêlant dans l'air calme du loft. Ma main dans ses cheveux, la sienne tenant toujours l'oiseau contre mon cœur. Le silence était revenu, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus un vide, mais un espace partagé, rempli de tout ce que nous venions de nous avouer sans moi. C'était un silence plein, un silence d'appartenance. Elle a ouvert les yeux. Un petit sourire, le premier vrai sourire que je voyais depuis des semaines, a illuminé son visage. Alors, a-t-elle murmuré, sa voix teintée d'une douce malice, reprenant les mots qu'elle avait prononcés sur le seuil de ma porte, sous la pluie, il y a une éternité. J'espère qu'il y a de la place. Cette fois, la question ne portait plus le poids du désespoir, mais celui de l'espoir. Ce n'était plus une demande d'abri, mais une invitation à construire quelque chose ensemble, dans cet espace qui était devenu le nôtre. J'ai senti un sourire naître sur mes propres lèvres, un vrai sourire qui venait du plus profond de moi. Je l'ai serré un peu plus fort contre moi, le petit oiseau en bois trouvant sa place parfaite entre nous deux. Ma réponse est venue facilement, simplement, comme une évidence qui avait toujours été là, attendant juste que j'aie le courage de la voir, de la dire. Pour toi, ai-je murmuré contre ses cheveux, il y en aura toujours. Nous sommes restés là, au milieu du salon, alors que le soleil de fin d'après-midi peignait des bandes dorées sur les murs de briques. La pluie avait cessé. Dehors, la ville recommençait à vivre, mais ici, dans notre silence partagé, notre propre monde venait à peine de commencer. Et pour la première fois, l'avenir ne me semblait pas être un mur, mais une porte entr'ouverte. Les semaines qui ont suivi notre réconciliation ont trouvé un nouveau rythme, fragile et délibéré. Nos matins ne commençaient plus par un silence gêné, mais par le murmure de la cafetière et le bruit doux de ses pas sur le plancher. Je la regardais ajouter du lait à son thé, le soleil matinal filtrant à travers la fenêtre et éclairant la poussière dans l'air. Il n'y avait pas de grande conversation, juste une présence partagée, une conscience mutuelle qui disait « je suis là ». Et cette simple certitude suffisait à apaiser le monde. L'automne a glissé vers l'hiver, et le loft est devenu notre refuge contre le froid et la pluie incessante de Portland. Nos soirées se passaient souvent en silence, mais c'était un silence plein. Elle dessinait à sa table, le crissement de son crayon sur le papier se mêlant au son de mes mains ponçant un vieux meuble dans un coin du salon. Parfois, nos regards se croisaient au-dessus de nos travaux respectifs, et un simple sourire suffisait. L'espace n'était plus le mien, avec elle dedans. C'était devenu le nôtre, chaque objet portant l'empreinte de nos deux vies. Le petit oiseau en noyer a trouvé sa place définitive sur le rebord de la fenêtre du salon. Il regarde la ville, ses ailes lisses tournées vers la pluie. Clara le touche parfois en passant, un geste distrait et tendre. Pour moi, il est un rappel constant, pas seulement de ma peur et de mon silence, mais de la façon dont quelque chose de beau peut naître du bois brut. Comment une chose tangible peut contenir tout ce que les mots ne peuvent pas dire. Il est le gardien silencieux de ce que nous avons commencé, solide et patient. Tout n'était pas simple, bien sûr. Il y avait des jours où l'ombre de son passé la rendait distante, des jours où mes propres murs menaçaient de remonter. Un soir, je l'ai trouvée assise dans le noir, fixant une toile blanche. Je n'ai rien dit. Je suis juste allé chercher une couverture et je l'ai posée sur ses épaules avant de m'asseoir à l'autre bout du canapé. 1 heure plus tard, elle est venue poser sa tête sur mon épaule. Nous avions appris que la guérison n'était pas une ligne droite et que parfois, la meilleure chose à faire était simplement d'être là. Parfois, quand je la regarde, je pense à l'homme que j'étais avant son arrivée. Celui qui trouvait du réconfort dans le vide, qui prenait le silence pour de la paix.
Je ne savais pas que le silence pouvait avoir une texture, une chaleur. Je ne savais pas qu'un espace pouvait être partagé sans être envahi. Clara n'a pas comblé un vide en moi. Elle m'a montré que le vide n'avait jamais existé, qu'il n'était qu'une pièce attendant que quelqu'un entre et allume la lumière. Ma solitude était une habitude, pas une nécessité. Nous sommes retournés marcher le long de la rivière Willamette. Le même brouillard, la même eau grise, mais tout était différent. Nos mains se sont trouvées naturellement, nos doigts s'entrelaçant pour se protéger du froid. Nous avons regardé un cargo passer, sa corne de brume résonnant dans le silence, et cette fois, le son ne m'a pas semblé mélancolique. C'était juste un son, une partie du paysage que nous traversions ensemble. Le poids du passé était toujours là, quelque part, mais il ne nous appartenait plus. Un après-midi, je travaillais sur une chaise particulièrement délicate, luttant avec un assemblage complexe. J'ai senti sa présence derrière moi. Sans un mot, elle m'a tendu le ciseau exact dont j'avais besoin, celui qui était juste hors de ma portée. Je l'ai pris, nos doigts se frôlant. Elle était restée là, à m'observer, apprenant le langage de mes outils, anticipant mes besoins. Dans ce petit geste, il y avait une intimité plus profonde que n'importe quelle conversation. Elle apprenait ma langue, et moi, la sienne. Ce matin, je lui ai tendu sa tasse de thé. Nos regards se sont croisés au-dessus de la vapeur. Il n'y avait pas de promesse éternelle, pas de certitude sur ce que demain apporterait. Il y avait juste ce moment. La chaleur de la céramique dans nos mains, la lumière douce de Portland remplissant la cuisine, et le choix silencieux, répété chaque jour, d'être là. Elle m'a souri et j'ai compris. L'amour n'était pas une destination à atteindre, c'était simplement ça, choisir de se retrouver ici, ensemble, chaque matin.